inclusive. I hope the Turkish presidency in G20 will bring new assets for the world economy and will help to resolve all the pending issues, especially economic growth and unemployment. Thank you very much. Il y a les morts, il y a aussi les survivants. Stéphanie Zenati est au Quai des Orfèvres pour BFM TV. Bonjour. Le Quai des Orfèvres, c'est le siège de la police parisienne. C'est aussi ce matin le lieu où ont été emmenés les survivants. And we are not used to being cut short or having time limits. But we have to live with the reality of the World Economic Forum, as you and I both know. So we have only 10-12 minutes for the remainder of this session, which is because the planes have arrived late. So if you will excuse me, I would like to ask you two specific questions. The first one is des différents tireurs, ce qui pourrait aider les policiers à savoir si tous les assaillants qui étaient en action ont été tués ou si certains ont réussi à prendre la fuite. Alors en tout, il y a environ 2000 personnes qui sont mobilisées sur cette enquête et depuis ce matin, certains des rescapés qui étaient auditionnés ici sont sortis, ils sortent au compte-gouttes, on les voit, certains un peu désemparés avec des couvertures de survie, d'autres sont attendus par leurs proches, par leurs familles qui sont venus les récupérer en voiture. Et puis aux abords bien évidemment du 36 quai des Orfèvres, eh bien, le périmètre est entièrement bouclé par les forces de l'ordre qui sont postées aux quatre coins des locaux de la PJ. Stéphanie Zenati, au Quai des Orfèvres. On vous rappelle les toutes dernières informations. Tout d'abord, ce nouveau bilan, 128 morts, 99 personnes dans un état critique. Et puis, les dernières informations autour de l'enquête. Pour le moment, les terroristes ne sont pas identifiés. Les corps sont extrêmement dégradés. Il faut rappeler que ces hommes sont des kamikazes, qu'ils se sont fait sauter. Leur ADN est prélevé. La piste sur laquelle travaillent les policiers actuellement est celle de deux équipes. Une équipe au Stade de France, une équipe à Paris. Ils cherchent à savoir si cette équipe s'est scindée au moment où elle agit dans le 10e, le 11e arrondissement et au Bataclan. Vous êtes de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Qu'est-ce que nous dit ce mode opératoire, le fait qu'il y ait des attaques quasi simultanées dans plusieurs endroits? Écoutez, on peut imaginer, évidemment, il s'agit de spéculation, mais on peut imaginer que l'opération du Stade de France était faite pour provoquer l'interruption du match et donc un événement, je dirais, très spectaculaire, en direct, et pour braquer tout de suite l'attention sur ce qui s'est passé dans la suite, si vous voulez. Ce qui est un peu curieux, c'est que dans cette logique, l'attentat aurait dû avoir lieu au moment de l'entrée des spectateurs, au moment où il y a beaucoup de monde au filtre au contrôle, et où là donc des attentats suicides auraient pu être beaucoup plus meurtriers. Y a-t-il eu un problème de timing, je dirais, chez les terroristes? Mais je pense que le but était probablement de provoquer l'interruption du match ou son annulation dans les dernières minutes, en direct à la télévision, ce qui aurait évidemment braqué encore davantage, plus rapidement, et avec l'enchaînement de l'autre attaque, je dirais, aurait donné un caractère dramatique en direct encore plus fort que ce qui s'est passé. On va en venir au point de vue politique. Le gouvernement François Hollande très présent ces dernières heures. François Hollande qui a fait une allocution au milieu de la nuit, qui s'est rendu au Bataclan. En ce moment, il se déroule un conseil de défense. À l'Elysée, on retrouve Thomas Soulier. Thomas, tous les ministres sont mobilisés. 8 ministres mobilisés autour de François Hollande. Ce conseil de défense a démarré à 9h et juste avant, le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre, mais aussi avec Bernard Cazeneuve, également présent lors de ce conseil de défense. Le préfet de police, le chef d'état-major des armées ou encore tous les directeurs des services de renseignement ou encore de sécurité. Vous le disiez, évidemment, depuis hier soir, le gouvernement est omniprésent, multiplie les réunions, occupe le terrain
pour envoyer un message aux Français. Rassurez-vous, nous sommes sur le pont. La tâche est extrêmement difficile, évidemment, pour le gouvernement. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'il y aura de nouvelles décisions à l'issue de ce Conseil de défense. Certaines pourraient paraître prématurées, notamment sur le volet international, car l'enquête débute à peine et on ne sait toujours pas si François Hollande va, oui ou non, s'exprimer à l'issue de ce Conseil. Merci Thomas pour ces toutes dernières précisions. Et parmi les premières mesures annoncées, c'était hier soir l'état d'urgence qui devrait être décrété. Ce que ça veut dire, ce que ça implique et pourquoi c'est exceptionnel. Les explications d'Annie Bazar. L'état d'urgence sera décrété. Une mesure inédite appliquée sur l'ensemble du territoire. Un régime exceptionnel de gestion de crise institué par la loi du 3 avril 1955 au moment de la guerre d'Algérie. L'état d'urgence a pour conséquence la restriction de la circulation des personnes et des véhicules par le biais de couvre-feu sur décision des préfets. Ou encore l'assignation à résidence. La mairie de Paris a d'ores et déjà appelé ses habitants à rester chez eux. Parmi les autres mesures, la fermeture des salles de spectacle et de tout lieu de réunion, la perquisition de jour comme de nuit sans contrôle de juge. François Hollande a aussi demandé des renforts militaires sur l'agglomération parisienne pour éviter de nouvelles attaques. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Une mesure également prise afin de pouvoir appréhender les éventuels auteurs de ces attaques s'ils voulaient sortir du territoire français. L'état d'urgence a été décrété 5 fois en France entre 1955 et 2005. Sa durée initiale est de 12 jours. Voilà, une petite précision, l'état d'urgence a bien été décrété. Ruth El-Grief, on attend des annonces notamment de Bernard Cazeneuve. Oui, Bernard Cazeneuve devrait s'exprimer à un moment donné depuis le ministère de l'Intérieur, peut-être pour donner une partie des résultats de l'enquête, mais qui commence. Et les analyses ADN, vous l'avez dit, sont extrêmement difficiles à établir. Ça prend un certain temps. Et il annoncera sans doute peut-être des renforcements d'un plan qui est déjà d'un plan Vigipirate qui est déjà dans sa forme la plus aboutie, la plus radicale. Et donc, on attend de voir qu'est-ce qu'il peut effectivement annoncer. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans le cadre de l'état d'urgence, toutes les manifestations sportives, les manifestations, les spectacles, Disneyland par exemple est fermé. Enfin, il y a un grand nombre de manifestations qui peuvent présenter des risques et des rassemblements qui peuvent être inquiétés par des terroristes éventuels. Parce qu'il faut le rappeler, à cette heure-ci, au ministère de l'Intérieur, et on le saura peut-être après le Conseil de défense, on ne dit pas s'il n'y a plus des terroristes en circulation en ce moment même. Il n'y a pas l'établissement d'une vérité sur cette question. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas que les 8 terroristes sont déjà éliminés et ce serait l'ensemble du commando, mais il n'y a pas d'affirmation définitive qu'il n'y a plus de terroristes en circulation à cette heure-ci. C'est pourquoi les mesures de confinement sont quand même recommandées pour les Parisiens. Et c'est pourquoi il y a une extrême prudence qui règne encore à cette heure-ci au ministère de l'Intérieur. Alors ce qu'on sait du côté politique, c'est que Nicolas Sarkozy s'exprimera à 11h, Marine Le Pen devrait s'exprimer à 15h, et que sans doute le président Hollande devrait recevoir l'ensemble des personnalités, des dirigeants et des anciens présidents demain à l'Élysée. Sans doute, c'est à confirmer. Peut-être qu'il l'annoncera. Il y aura aussi peut-être des mesures annoncées dans le domaine d'une intervention en Syrie, des frappes en Syrie, mais qui seront décidées dans les jours qui viennent, sans doute en coordination à la fois avec les Américains, peut-être les Russes, et peut-être qu'on assistera à bouleversements dans cette matière-là et sur ce terrain-là. Merci Ruth pour ces toutes dernières informations et bien sûr toutes les déclarations seront à suivre en direct sur BFM TV. 2 numéros de téléphone importants si vous nous regardez. Un numéro vert tout d'abord, le 0800 40 60 05. C'est un numéro mis en place par la préfecture pour plus d'informations au public. Si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas, ce numéro vert est à votre disposition, le 0800 406 005. Un autre numéro à noter, il s'agit cette fois du 197. C'est un numéro vert alerte attentat. Si vous avez des informations qui peuvent être utiles pour les enquêteurs, pour la police, n'hésitez pas là non plus. 197, et puis un site web également à votre disposition, vous le voyez, www.sécurité.intérieur.gouv.fr.
Merci d'être avec nous sur BFM TV. C'est la suite de notre édition spéciale entièrement consacrée au carnage à Paris et dans sa banlieue hier soir, les fusillades et des explosions dans 6 lieux différents. Dernier bilan, il est toujours provisoire, au moins 128 morts. Il y a aussi au moins 200 blessés. 99 sont ce matin dans un état grave. 8 terroristes a priori sont morts. 7 d'entre eux se seraient fait exploser. Des kamikazes en plein Paris. C'est du jamais vu. Et dans un instant, nous prendrons la direction de l'Elysée où se déroule depuis 1 heure un conseil de défense. Toutes nos équipes sont mobilisées sur les lieux des attaques à Paris, aux abords du Stade de France. Les toutes dernières informations, toutes les images, toutes les réactions. Mais tout d'abord, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir, Thomas. 6 lieux d'attaque, des attaques kamikazes coordonnées. Je vous le disais, c'est du jamais vu en France. Ça s'est passé au Stade de France, au Bataclan, mais aussi dans le 10e et 11e arrondissement parisien. Ça a commencé vers 21h20. Le plan Alpha a été rapidement déclenché. C'est la riposte à plusieurs attentats simultanés. 8 terroristes sont identifiés. 7 vont mourir en se faisant exploser. Le fil de cette nuit d'horreur avec Pierre Millet. 21h17, France-Allemagne se joue depuis 16 minutes. Une explosion résonne dans le Stade de France. Quelques minutes plus tard, 1 seconde. Des kamikazes viennent de se faire exploser à l'extérieur de l'enceinte. François Hollande est en tribune, il est rapidement évacué. Sur le moment, personne ne semble réaliser ce qu'il se passe. On a entendu 2 déflagrations pendant la première mi-temps. On pensait que c'était des pétards, donc le match a continué. Hein. On se demandait ce qui se passait, tout ça, mais on était au courant de rien, quoi. Quasi simultanément, dans Paris, les fusillades se multiplient. Dans le 10e arrondissement, des tirs à l'arme automatique qui visent le Carillon, un bar, et le Petit Cambodge, un restaurant. De nombreuses personnes sont tuées par plusieurs hommes en voiture. Sur place, la tension est immense. En témoignent ces injonctions lancées à un automobiliste par la police. Dans le 11e arrondissement de Paris, rue de Charonne, un autre carnage. Entre 2 et 3 minutes de tir en rafale, selon des premiers témoignages. Après plusieurs rafales, on a pensé dans un premier temps à des pétards et arrivé sur les lieux, une zone de cauchemar avec toute une terrasse remplie et tout le monde à terre, des cris. Les personnes sont arrivées en voiture, ont tiré plusieurs chargeurs et elles sont parties tout de suite après plusieurs rafales. Une autre fusillade rue de la Fontaine-au-Roi dans le 11e arrondissement fait plusieurs morts. Peu avant minuit, François Hollande s'adresse aux Français. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. À ce moment-là, une seule attaque est encore en cours. Des terroristes ont investi le Bataclan, une salle de spectacle. Ils ont fait irruption en plein concert de rock. Au milieu du concert, il y a eu des sortes de pétards que j'ai entendus dans mon dos, comme tout le public. On pensait que ça faisait partie du show. Et il y a eu un mouvement de foule tout à coup, où tout le monde s'est précipité au sol. Et il y a eu ce mouvement qui a fait qu'on s'est tous retrouvés recroquevillés les uns contre les autres. Et ça a commencé à tirer dans tous les sens. Après les premières rafales, ils prennent une partie du public en otage pendant près de 3 heures. L'assaut final, lui, dure 30 minutes. Les 4 assaillants meurent, 3 en actionnant leur ceinture d'explosifs. Voilà, vous venez de le voir, hein, les images en direct de ce qui se passe à Paris ce matin, notamment dans ce quartier de la rue de Charonne. C'est un carnage qui a eu lieu au Bataclan, salle de concert parisienne du boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement. Julia Delage est sur place pour BFM TV. Et Julia, le dernier bilan est tout simplement terrible. Effectivement, au moins 82 morts et de très très nombreux blessés ici au Bataclan à l'issue de cette nuit tragique. Vous le voyez sans doute derrière moi, le dispositif policier est encore très lourd. Nous avons vu il y a quelques minutes 2 camions mortuaires car les premiers corps commencent à être évacués. Évidemment, des constatations vont être effectuées à l'Institut médico-légal, mais ici aussi la scène
scène de crime est totalement bouclée pour que les enquêteurs puissent procéder aux premières constatations. Dispositif très lourd, donc je vous le disais, nous avons par exemple rencontré une maman ici qui est arrivée un peu paniquée. Ses 2 enfants étaient chez son ex-mari qui habite juste en face du Bataclan. Elle nous a expliqué que dès que son ex-mari a entendu les premiers tirs, il a caché ses enfants dans la salle de bain. Elle a pu il y a quelques minutes entrer dans ce périmètre de sécurité, mais à une seule condition, que son ex-mari vienne la chercher. Les policiers sont vraiment sur les dents. Personne ne peut pénétrer à l'intérieur de ce périmètre de sécurité. Je vous le disais aussi, donc les enquêteurs sont encore ici à pied d'œuvre. La scène de crime va être évidemment très longue à exploiter. Les expertises ADN vont aussi prendre du temps et je vous le rappelle, bilan très lourd ici, au moins 82 personnes décédées et des centaines de blessés. Julia Delage, devant cette scène parisienne du Bataclan, on vous le rappelle, ce bilan 128 morts, 99 personnes dans un état d'urgence absolue. Jean-Louis Braguière nous a rejoint, ancien juge antiterroriste. Votre sentiment par rapport à ce qui s'est passé cette nuit? Écoutez, mon sentiment, c'est le sentiment général, c'est celui de l'horreur. Aujourd'hui, on est devant une attaque sans précédent, compte tenu, je veux dire, du modus operandi et puis du nombre de victimes. Je rappelle qu'en Europe, l'attentat qui a été le côté le plus victime en 2004, c'était Madrid. Maintenant, c'est Paris. Et puis après, il y a eu Londres. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est évident qu'on s'y attendait d'une certaine façon, dans la mesure où, je veux dire, les services français, l'ensemble des services savaient que la menace était extrêmement élevée. Il y avait beaucoup de signaux rouges, ça a déjà été dit, il y a beaucoup de facteurs importants. Et effectivement, le facteur géopolitique me paraît le facteur le plus important. C'est là où c'est la marmite, si je peux dire, la chaudière, qui alimente cette menace et qui crée cette espèce de trou noir d'attraction de l'ensemble donc de ces djihadistes avec cette radicalisation et avec en même temps un déport. Je pense qu'il est important de voir, c'est qu'il y a une évolution qui est assez malheureusement traditionnelle. On a eu une première phase qui était celle de la consolidation du califat, donc de Baghdadi, sur le théâtre Moyen-Orient, où a pratiquement rien passé. Et puis après, on passe à la phase 2, on a toujours vu ces 2 phases, mais qui avec une violence sans précédent, qui est celle de l'exportation de la violence donc dans les pays occidentaux. Avant, on disait repartez chez vous et faites ça. Aujourd'hui, on dit repartez, mais également ceux qui ne sont pas partis, agissez de vos propres moyens. Malheureusement, les armes circulent extrêmement facilement. Il y a vraiment un vrai problème de connexion entre la criminalité organisée. Donc, cette possibilité de facilité d'acquérir des armes, notamment des armes de guerre, des Kalachnikov. Et donc voilà, on est en plein dans cette phase d'exportation de la violence, qui est la conséquence, en grande partie, bien sûr, du contexte géopolitique. Merci Jean-Louis Braguière pour cette première réaction en direct sur BFM TV. Le Conseil de défense organisé à l'Élysée vient de se terminer. Julia Delage évoquait tout à l'heure en direct ce massacre au Bataclan, cette salle de concert parisienne hier soir. Plus de 80 morts. Certains, et c'est à peine croyable ce matin, ont survécu à ce carnage. C'est le cas de Denis Plot. Il était dans la salle de concert hier soir et il raconte. Hier soir, donc j'étais au concert du Bataclan et environ vers 10h, on a commencé par entendre comme des pétards, ça s'est intensifié. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de pas normal, donc j'ai descendu un peu les escaliers et avec d'autres personnes, on s'est réfugié dans une petite salle et on s'est barricadé à l'intérieur et on a attendu que les secours arrivent pendant 3 heures en entendant des coups de feu assez puissants. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu précisément? Qu'est-ce que disaient les gens autour de vous, par exemple? Oui. Au début, il y avait des femmes qui étaient paniquées, donc c'était un endroit très confiné. Les tirs étaient très proches. On n'a pas vu d'assaillants, mais en tout cas, on entendait les murs, la cloison contre lesquelles j'étais, les murs tremblaient. Et puis progressivement, au bout d'1 heure, les tirs ont commencé à diminuer et on a essayé de faire le moins de bruit possible et d'attendre l'arrivée des secours. Est-ce que vous avez pu entendre les terroristes s'exprimer ou dire quelque chose?
Non, les choses qu'on a attendues, c'est quand les policiers ont commencé à monter, à sécuriser le périmètre. C'était surtout des coups de feu qu'on entendait, et puis progressivement, au bout d'1 heure, ça a commencé à se calmer, et on a continué d'attendre. Voilà. C'était assez dur parce qu'on est